Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir pour cette nouvelle émission du kiosque. Alors je vais tout de suite, sans tarder, vous présenter nos invités. Vous la connaissez déjà, elle s'appelle Karine Thérèse. Bonsoir Karine. Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le décryptage de notre actualité ensemble avec Zouk TV. Ça a été ton début de semaine, ça s'est bien passé? J'ai toujours un rythme très soutenu, que ce soit au travail ou avec les actualités politiques et associatives. Donc les urgences s'accumulent en Martinique. On parle beaucoup justement des mesures sanitaires en cas de risque avec toutes les problématiques naturelles, volcaniques, sismiques et autres. Donc on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que les inquiétudes remontent après les derniers événements et beaucoup de personnes ont besoin d'un petit rappel quant à la conduite à tenir face aux risques et ont besoin d'être rassurées par le fait que les autorités soient prêtes éventuellement en cas de risque. Donc on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Alors notre deuxième chroniqueuse, nous sommes ravis qu'elle soit présente parmi nous ce soir. Vous la connaissez en tout cas très bien, Zouk TV. Je veux parler de Laurence Delors. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et à tous les chroniqueurs et chroniqueuses de la table. Puis merci de m'inviter. Et, je dirais que pour moi cette semaine, ce qui m'a frappé, c'est cette loi qui a été votée, qui rajoute la notion de consentement à la définition du viol. Je pense que c'est pas seulement une loi importante pour les femmes, mais pour l'ensemble de la communauté humaine. Pourquoi? Parce que la question du consentement est essentielle. Et la culture du consentement, je pense qu'il faudra l'étudier. Et en classe, consentir, ce n'est pas céder. Quand je dis non, c'est non. Quand je ne dis rien, c'est non. Quand je dis que je ne veux pas, ça veut dire non. Et donc, il faut savoir que consentir, c'est tout simplement tomber d'accord. C'est ça, consentir. Et donc, quand le met dans le corps même de la définition du viol, c'est une avancée importante, surtout pour celles qui peuvent, et ceux, parce qu'il y a des garçons aussi, ceux et celles qui pensent que ce n'est pas un viol. Parce que peut-être que j'ai dit oui sans le dire non. Quand je n'ai pas dit oui, j'ai cédé. Donc pour moi, c'est une avancée qu'il fallait souligner. Merci. Non, c'est vrai que c'est une très grande avancée qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale, d'autant plus que cette année, malheureusement, les chiffres des féminicides sont en augmentation, mais aussi les chiffres des violences envers les femmes. Et les enfants oui, on n'en parle même pas. Les violences intrafamiliales explosent aussi, malheureusement. Alors, il est avec nous, vous le connaissez déjà aussi très bien, Zouk TV. Ravi qu'il soit parmi nous ce soir. Il est là régulièrement. Je veux parler de Raphaël Séménor. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir à toi Mathieu, bonsoir à vous deux, mesdames, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors aujourd'hui, nous avons des thématiques qui sont intéressantes, comme d'habitude, je dirais, tant sur le plan local que sur le plan national ou international, comme d'habitude. Mais à l'instar de ce que vient de dire Marie-Laurence, moi je voudrais simplement mettre en exergue, justement, une loi qui a été votée pour remettre en question un accord passé entre la France et l'Algérie, pour ce qui concerne l'immigration des Algériens. C'est une victoire pour le Rassemblement national. C'est la première fois que le Front national arrive à faire passer une loi, ce qui, naturellement, augure de difficultés qui sont à venir, parce que le Front national, enfin le Rassemblement national plus précisément, prendre du galon, est en train de s'installer dans le paysage politique français. Et nous avons tout à craindre, bien entendu, à des remises en question de certains acquis, qui sont des acquis de longue date. Et, pour ma part, je vous indique que je suis très inquiet. Le deuxième élément, mais nous allons en parler tout à l'heure certainement, Mathieu, c'est que non pas ce séisme, parce que nous allons en parler, c'est à l'ordre du jour, mais ce cyclone,
cet ouragan qui est passé sur la Jamaïque, qui a détruit la Jamaïque carrément, ça nous fait penser à Hugo pour la Guadeloupe et à Maria pour le Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc ça veut dire que notre environnement géographique naturel n'est pas à l'abri de toutes sortes de dégâts, de difficultés sur le plan des problèmes naturels. Et évidemment, nous devons nous préparer à ça, parce que la Martinique a été épargnée depuis plus d'une trentaine d'années. Le dernier cyclone que nous avons vécu et subi de manière relativement importante, c'était Dine. Dine, ça date déjà de 2006 ou 2007 2007, en même temps que le fameux séisme. Donc 2007, vous voyez, ça fait un certain temps. Alors nous croyons à l'abri de tout, mais il faut tordre le cou à cette idée parce que effectivement, nous serons très probablement confrontés, mais nous allons parler de ce que nous allons aborder, le problème du séisme qui vient d'avoir lieu cette semaine. Voilà. Oui, effectivement, Karine, Raphaël a commencé à l'évoquer. Cette semaine, on a entendu beaucoup parler de Mélissa. Je veux parler de Mélissa, l'ouragan de catégorie 5, qui a ravagé malheureusement plusieurs îles de la Caraïbe, dont la Jamaïque, mais aussi Cuba, Haïti. On parle d'environ 50 morts pour ces territoires, même si le bilan est loin d'être définitif. Que penses-tu de la recrudescence de ces phénomènes qui sont de plus en plus puissants? On dit qu'ils seront ces dernières années 4 fois plus puissants qu'on avait l'habitude de connaître, notamment. Alors, ça fait des années que les prévisionnistes engagent ce genre de discours-là à alerter contre l'évolution du climat à cause des activités humaines, notamment. Le réchauffement climatique fait que les océans sont de plus en plus chauds, ce qui renforce l'intensité des phénomènes que nous subissons, et nous sommes en plein dans les trajectoires des cyclones. La caractéristique principale de Mélissa, c'est son envergure. L'œil déjà est particulièrement grand et actif. Ça a évolué très rapidement. C'est passé de catégorie 2 à catégorie 5 très rapidement. Son caractère stationnaire aussi, parce que en général les cyclones passent relativement vite, et c'est resté assez longtemps sur Saint-Domingue et sur la Jamaïque, ce qui a occasionné de très fortes inondations qui ont surpris tout le monde. Et malheureusement, la violence des vents qui ont par endroits dépassé les 400 km/h, c'était très impressionnant, et donc les habitations n'ayant pas forcément les mêmes normes que chez nous, sont encore plus fragiles, et la population se retrouve en très grande précarité suite au passage du cyclone. C'est vrai que quand on connaît notamment une partie de la Jamaïque, on sait que ce sont des zones boisées, etc. Même au niveau des villes aussi, les constructions, on a de quoi, les constructions ne sont pas, il n'y a pas les mêmes normes que chez nous notamment. Absolument, mais heureusement nous avons des équipes qui sont parties leur porter secours et emporter aussi des vivres. Notamment par les forces armées des Antilles qui sont tout à fait. En tout cas, on les remercie, et heureusement il y a une solidarité qui se met en place. Il y a une mobilisation qui commence à se mettre en place. Madame Delon, que penses-tu du fait qu'il y a de plus en plus de phénomènes, de plus en plus puissants, on l'a dit, et à quoi doit-on s'attendre dans ces prochaines années, et quelle culture du risque doit-on mettre en place sur nos territoires? Oui, je voudrais d'abord replacer la Jamaïque géographiquement. C'est-à-dire que on va dire que la Jamaïque, c'est 10 fois la Martinique. 10 fois la Martinique, et c'est un tiers de la Bretagne. Bon, pour situer. On va dire quand même que c'est un pays qui a fait des efforts quant à la prévention, parce que c'est pas le premier cyclone qu'ils ont. Donc c'est vrai que l'habitat est dispersé et disparate. On a des zones qui sont vraiment urbanisées, et ce serait bien de voir si au niveau de la capitale, à quel niveau de destruction c'est, mais toute la partie touristique avec les habitats traditionnels, ça a été ravagé. La capitale a été moins touchée. Elle a été voilà. moins touchée. Elle a été relativement épargnée par rapport à d'autres secteurs, Rivière-Plate, etc. Oui, parce qu'elle est plus à l'est, et le cyclone est passé plus à l'ouest, c'est ça. Ouais. Et donc, ça a ravagé. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu quand même des efforts. Et heureusement qu'il y a eu des efforts et de la prévention. Parce que pour un cyclone avec plus de 400 km/h, et qu'on ait pour le moment 50 morts, c'est 50 morts de trop, mais ça aurait pu être pire. Parce que, comme on a vu, la tempête
au bout de 24 heures, il était déjà un ouragan 5. Et si il fallait, on va dire, aller plus loin avec des vents dans son centre de 400 km/h, on pourrait dire que c'est un ouragan de classe 6. Il n'empêche que ce qu'il faut tirer aussi pour nous, c'est que tous les climato-sceptiques qui disent que ah oui, la science, c'est pas bien, on raconte des histoires, etc., ça doit nous faire réfléchir. Je prends un exemple très simple. Une dame avait parlé dans une émission, quand on donne la parole, elle disait que à cette période de l'année, l'eau est tiède. Et elle parlait de Saint-Pierre. Mais elle avait relié la température de Saint-Pierre à la montagne. Je me suis dit, c'est que elle n'a pas encore totalement compris ce que c'est que le réchauffement climatique. Et moi, je pense que moi qui me baigne régulièrement le samedi 7h dans le sud, l'eau est tiède. Je me dis, c'est pas possible. C'est-à-dire que voilà la mesure presque physique du réchauffement climatique. Et on va dire un ouragan, c'est un outil que la nature se donne pour faire descendre la température. Autrement dit, plus les océans sont chauds, ce qui est le cas du nôtre, plus ça détruit les coraux, qui sont des barrières. Et donc, plus les événements climatiques comme les ouragans sont puissants, et en même temps, c'est ça l'ambivalence du phénomène, ça accroît la puissance, mais en même temps, ça fait descendre de 2 à 5 degrés les océans. Et donc, c'est comme ça la nature essaie de rétablir un équilibre. Donc, pour dire que les ouragans, c'est pas contre nous, contre la Caraïbe. Non. Il faut qu'on arrive à comprendre que la nature, c'est comme n'importe quel organisme vivant et nous faisons partie de cette chaîne. Et donc, par conséquent, quand on parle de réchauffement climatique, il faut le prendre au sérieux. Ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions et des précautions. La sensibilisation, c'est la première chose. La sensibilisation, c'est l'information. Et ce sera pareil pour les tremblements de terre. Le tremblement de terre, c'est une énergie qui se déplace. La terre libère une énergie. Et cette énergie puissante nous permet, faut pas croire qu'on n'a pas besoin de cette énergie. Il se trouve qu'on est sur cette croûte terrestre et donc les habitations sont dessus et donc c'est balayé. Donc il faudra vivre avec ce risque, non pas en ayant peur, mais en ayant la capacité de résilience et refaire, on va dire, nous remettre à cette mémoire de la prévention. Je prends un exemple qui est simple. En 2007, il y a eu le tremblement de terre. Et je me rappelle, je connaissais une vieille dame de Sainte-Marie, et elle me disait, pendant mon batabla, madame, j'ai 80, hein, pendant mon batabla, mon cas, ouais, jeune monde qui a passé piche, qui a couru en l'arrière. Je dis, moi, à l'époque, moi, moun t'es calé en battable. Autrement dit, on croit que les questions de tradition et de mémoire sont perdues. Je pense qu'il faut pas dire qu'elles sont perdues. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'écoute de ceux qui ont vécu des épisodes tout aussi dramatiques. Cette dame, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que, ces gens-là avaient déjà une culture. Mais comme on oublie, et comme la transmission se fait très peu, nous perdons beaucoup d'un certain savoir-faire
et d'un certain nombre d'éléments de précaution face à ces séismes qui font partie de l'existence humaine et qui font partie du vivant. Bon, Raphaël, il y a à peine un mois, Donald Trump disait faisait un discours dit emblématique pour certains au niveau des Nations Unies en disant que le réchauffement climatique n'existe pas, etc. Il a attaqué l'ONU, on sait très bien qu'il a des idées très climato-sceptiques. Et là, on voit qu'il y a, malheureusement, même si les États-Unis aussi, d'ailleurs, sont frappés par beaucoup de phénomènes, mais qu'il y a des phénomènes de plus en plus puissants. Là, on l'a vu, un ouragan de catégorie 5 avec des vents qui, quand il a atteint la Jamaïque, il y avait des vents de 300 km/h. Après, il y avait des rafales de 400 km/h. On voit qu'il y a des phénomènes de plus en plus puissants. Il y a quelques années, Saint-Martin en a connu un. Et on a de quoi être inquiet pour l'avenir. Oui, d'autant que nous avons à la tête du plus puissant pays du monde ce climato-sceptique qui pèse sur l'avenir du monde, parce que c'est ça le problème. Lorsqu'on voit que les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, qui était un accord important, qui faisait suite à l'accord de Rio de Janeiro. Ça veut dire que tous les chefs d'État, enfin des personnes, tous les acteurs se retrouvaient en conclave pour discuter de l'avenir du monde du point de vue de la protection de la planète. Lorsque nous avons un pays comme les États-Unis, avec à sa tête un climato-sceptique, on peut se poser des questions de savoir où va-t-on. Parce que quand il se retire, ça veut dire qu'il se retire aussi financièrement. Oui. Prendre des dispositions pour protéger la planète. Et si la planète n'est pas protégée, c'est-à-dire l'émission de gaz à effet de serre, etc., on sait que les États-Unis sont un des premiers producteurs d'effets de gaz à effet de serre, on le sait. La Chine aussi, mais les États-Unis en particulier. On se dit, mais la catastrophe est à venir. Et de toute façon, tous les spécialistes disent très clairement que si nous arrivons à 2 degrés de plus, pour ce qui concerne les températures, nous aurons des difficultés qui seront énormes. En l'occurrence, le réchauffement, enfin Marie-Laurence vient de le dire, le réchauffement de l'eau, qui crée effectivement des phénomènes cycloniques de cette nature-là, des phénomènes cycloniques de plus en plus violents. Et ce que j'aurais observé justement en parlant de Mélissa, c'est qu'habituellement, les cyclones partent de l'Atlantique pour arriver vers la Caraïbe et continuer leur chemin. Là, ce cyclone est né dans la mer des Caraïbes. Alors bien sûr, c'est pas exceptionnel, ça arrive bien entendu, mais c'est beaucoup plus rare. Et on voit bien, et avec cette violence-là, ça c'est plus rare, parce que la violence vient de ces phénomènes cycloniques qui partent de l'Atlantique, du côté du Cap-Vert, enfin en tout cas de l'Afrique, qui arrivent sur les petites Antilles et les grandes Antilles après, et phénomène qui arrive aux États-Unis. Là, un phénomène exceptionnel naît dans la mer des Caraïbes pour aller frapper la Jamaïque, frapper Haïti, Saint-Domingue, enfin Hispaniola, et frapper les Bermudes, et peut-être frapper les États-Unis aussi, enfin le sud des États-Unis, c'est-à-dire la Floride, etc., etc. Donc, ça veut dire que si Trump et si les politiques des États-Unis, en l'occurrence ces républicains, qui sont tous climato-sceptiques, ne réfléchissent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Il y a eu Katrina il y a quelques années, enfin, il y a 20 ans. Katrina, c'est il y a 20 ans. Bon, alors Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans, mais très durement. Malheureusement, je dirais, ce sont toujours les plus fragiles qui souffrent de ça. C'est les plus fragiles. En l'occurrence, c'était les nègres. Ces nègres-là qui comment dire, à Nouvelle-Orléans. Bon, ceux qui avaient les moyens sont partis, ou ceux qui avaient les moyens avaient des habitations suffisamment solides pour échapper comment dire, à la violence du phénomène. Et il y a eu beaucoup de morts, mais c'est essentiellement et principalement des Noirs qui vivaient là. Donc ce que je veux dire, c'est que ils vont peut-être se rendre compte de l'acuité du problème, et peut-être aussi que des personnes qui aujourd'hui votent pour des Trump et des climato-sceptiques vont peut-être réfléchir. Mais bon, on n'y est pas encore. Moi, je pense qu'on va encore subir quelques phénomènes qui seront des phénomènes exceptionnels. Et là, franchement, je suis là encore relativement pessimiste sur l'avenir immédiat.
Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être inquiet pour la Caraïbe, notamment du fait que Donald Trump a retiré beaucoup de moyens, notamment sur tout ce qui est météorologie, etc. Et une bonne partie des pays de la Caraïbe, c'était les États-Unis qui faisaient la prévention pour eux au niveau météorologique, notamment. Et d'ailleurs, même ici, ici, d'ailleurs, en Martinique aussi. Ouais. Donc, peut-être qu'il faudrait trouver des moyens, que ce soit l'Europe, que ce soit la France, puisse tout voir pallier au fait que les États-Unis se sont retirés à ce niveau-là. Et qu'on a des difficultés à avoir et c'est là qu'on voit la nature du danger. Ça veut dire que ceux-là, les États-Unis, qui avaient l'habitude effectivement de protéger un certain nombre de personnes, mais c'est de l'altruisme et tout ne peut pas être au nom du capital. Moi, je pense que ces problèmes qui sont rencontrés par les autres pays, notamment les petits pays de la Caraïbe que nous sommes, ce sont des problèmes qui concernent le monde, qui concernent l'humanité. Et donc, lorsqu'on n'a plus d'humanité, eh bien, on n'est plus humain, quoi, tout simplement. Ça veut dire que, bon, on s'en fout, on est dans le MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again, et c'est ce qui donne, évidemment, l'augmentation des droits de douane sur tous les pays du monde, etc. Et c'est ce qui est contre-productif, bien entendu. Donc voilà, nous sommes confrontés à ça aujourd'hui, à une difficulté majeure qui est liée à la nomination, la désignation, le vote d'un homme qui normalement ne devrait pas être là où il est, c'est-à-dire Donald Trump. Malheureusement, actuellement, mondialement, il y en a plusieurs qui sont à des postes qui partagent un peu ces idées. Mais dans des pays aussi importants. Mais pas le pays le plus important, ça c'est vrai. Ouais. Car il y a quelques semaines, on parlait de la multitude de séismes qui a eu lieu à la montagne Pelée, d'ailleurs qui a été classée en vigilance jaune et qui est très suivie. Et malheureusement, le territoire a connu un séisme de magnitude 6,7 cette semaine, ce qui a inquiété encore plus les Martiniquais. Alors, tout d'abord, je tiens à adresser toutes mes pensées bienveillantes et de préparation à toutes les personnes qui sont dans le Nord et qui pensent à une éventuelle éruption de la montagne Pelée, qui, semble-t-il, n'est pas imminente. Il faut savoir qu'il y a eu, il y a une dizaine de jours, un peu plus, une conférence au Caribe en présence de la SOPAMA, de personnes concernées par l'environnement et aussi de Marcelin Nadeau. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'échanges, que beaucoup de personnes ne connaissent pas la conduite à tenir en cas d'évacuation, que ça fait peur, qu'il y a eu des questions très concrètes qui ont été posées et qu'il semblerait que les choses ne soient pas encore tout à fait coordonnées, et le préfet l'a confirmé, concernant une conduite à tenir et une coordination des autorités, des secours et aussi de la population. Beaucoup de personnes ignorent encore quoi faire en cas de... Ils savent qu'il faut partir, ils savent qu'il faut une trousse de secours, utile à publier une trousse de secours type et des règles de coordination. Cependant, il faut pouvoir localiser les personnes en situation de vulnérabilité, par exemple les personnes âgées qui peuvent ne pas courir pour attraper un bus en cas d'évacuation. Il faut savoir qui est-ce qui peut être blessé, etc., etc., pour déjà s'intéresser au secours des autres, quand on est soi-même en possibilité de pouvoir porter secours aux autres, mais aussi avoir déjà un sac prêt. Donc avec les papiers d'identité, avec déjà des ordonnances concernant les médicaments que chacun prend, concernant des documents importants, et puis les médicaments, bien sûr, des vivres mais en petite quantité, et des recommandations par rapport à ce qui pourrait servir au cas où. Pour les séismes, quand on est à l'intérieur, il faut savoir qu'il vaut mieux rester à l'intérieur pendant les secousses, sauf si on est déjà près de la porte. Il vaut mieux s'abriter sous un meuble solide. Il faut se protéger la tête et le cou. C'est très, très, très important. Il faut s'éloigner des fenêtres, des miroirs, des appareils électriques, des objets qui peuvent être pointus ou blessants, et attendre que la secousse passe avant de sortir en s'assurant bien qu'il n'y a rien qui peut chuter. Si on est déjà à l'extérieur, il faut s'éloigner des bâtiments. Très important, j'ai vu sur les réseaux passer l'évacuation de la tour Lumina qui
semblait être pleine de bon sens, mais malheureusement, la façade du bâtiment est en vitre, j'ai cru comprendre. Si les vitres se cassent et que les gens sont au bas du bâtiment, bien entendu, mais ça il n'y avait représente... pas un point de rassemblement parce que... Oui, c'est ça, c'est le point de rassemblement. C'était au pied de la tour Lumina. Et en fait... Le point de rassemblement est mal choisi dans ce cas. Absolument. C'est fait par des professionnels. J'ai essayé de le dire sérieusement. C'est fait par des professionnels. Donc, bon, après, donc ils nous entendent, hein, parce que... Oui, bien sûr, on a une pensée pour eux. Changer la domiciliation de ce point de rassemblement. Oui, je pense que la stratégie est à revoir. Ouais. Et puis n'oublions pas qu'en cas de séisme, pour les gens qui sont... parce qu'on est sur une île, pour les gens qui sont près de la mer, il vaut mieux, une fois que les secousses s'arrêtent, aller en hauteur en cas de tsunami. Ouais. Mais il peut ne pas y avoir un vrai tsunami ou une alerte tsunami, il peut y avoir des vagues tout court. Et il est préférable de se mettre en sûreté en allant dans un point un peu surélevé et à l'abri d'une montée des eaux. Parce que le Big One dont on parle, alors certains observateurs indiquent qu'on devrait avoir un séisme de magnitude, de forte magnitude, tous les 150 ans. Et le dernier que nous avons eu était en 1838. Donc normalement, on devrait l'avoir. Quand j'étais à l'école, on me disait dans 50 ans. Quand j'étais au cours à l'école, on me disait dans les 50 prochaines années, vous allez avoir... On risque d'avoir un Big One. On risque d'avoir. En tout cas, c'est ce qu'on m'enseignait en tout cas à l'école. Excuse-moi, Karine, je t'ai un peu interrompu. Il n'y a pas de souci, Raphaël. Et donc du coup, les séismes que nous avons eu lundi, l'épicentre était à 220 km de la Guadeloupe, donc dans la mer, au niveau de la faille. Donc c'est vraiment un séisme tectonique. Hein. Pour que les téléspectateurs et les téléspectatrices se comprennent, on a des séismes d'origine volcanique, ce qui était le cas pour la montagne Pelée, et là il s'agissait a priori d'un séisme d'origine sismique. Oui, ce sont les deux plaques, hein, la plaque Caraïbe et la plaque Amérique qui bougent et qui... la plaque Atlantique. Oui, non, mais ça s'appelle aussi la plaque Caraïbe aussi. Ça dépend comment on veut l'appeler. Mais bon. Tu as dit la plaque Caraïbe et la plaque Amérique. La plaque Amérique et la plaque Caraïbe que j'ai dit, oui, qui ont bougé. Non, mais c'est pas celle-là, justement. C'est celle avec l'Atlantique. Et donc, du coup, c'était à 12 km de... Ce que tu dis, c'est que ça s'appelle... Non, mais c'est pas la même chose. Mais c'est ça qu'on dit. C'est pas la même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Celle que tu appelles la plaque Amérique, elle est un petit peu plus au nord, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, c'était à 12 km de profondeur, donc pas très profond. Et ça a été ressenti de Montserrat à presque Sainte-Lucie. Il y a des gens à Sainte-Lucie qui ont dit qu'ils ont ressenti et d'autres pas. Et on a eu une vingtaine de répliques, plus des répliques mardi, mercredi. Et toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais eu... Hier soir, pendant la nuit, oui, je l'ai ressenti, c'est clair. Donc voilà, c'est important quand même. C'était 1h du matin, donc beaucoup de gens dormaient. Moi, on aurait pu me déposer à terre et partir avec le lit, hein, j'aurais rien senti. Donc voilà. Bon, non. Madame Delors, les dernières années, en tout cas les 20 dernières années, on a connu 4 grands séismes, dont celui de 2007, dont on parle de magnitude de 7,4, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Environ, à peu près, voilà, environ 7,4. Penses-tu qu'actuellement, qu'on fait assez de prévention, que les choses sont mises en place correctement? On sait que, par exemple, dans certaines municipalités, sur certains endroits que moi je connais, qu'il y a des référents par quartier, par secteur, qu'il y a des points de rassemblement, qui franchement vraiment qui est un recensement, comme Karine l'a dit, des personnes âgées, vulnérables, des personnes qui sont sous respirateur, etc. Moi, je sais que ce travail-là se fait dans certaines municipalités, je ne sais pas dans toutes. En tout cas, des fois, c'est fait, mais est-ce que c'est assez? On sait que, par exemple, Karine parlait de la population du Nord, on sait qu'il y a eu déjà, il y a environ 2-3 ans, il y a des exercices d'évacuation qui ont été mis en place, avec des bus, etc. Très peu de personnes y ont participé, malheureusement. Est-ce que ce n'est pas seulement quand il y a un phénomène, et que tout le monde en parle, et après on l'oublie et on retourne au quotidien? Oui, alors, la question est légitime. Sommes-nous prêts? On va dire que on n'est pas totalement prêt, même si on ne peut pas nier qu'il y a de nombreux efforts. Et ça, depuis 2007. Tout d'abord, il faut souligner que, au niveau de l'État, on a fait avancer avec un plan, on va dire séisme anti. On sait que séisme anti, oui. Voilà. Il y a eu aussi l'Université populaire de prévention
avec Albéric Marcenet qui a travaillé beaucoup dessus. Et le séisme de 2007 a permis de faire des avancées. Alors ça, c'est vrai que on a sécurisé beaucoup de bâtiments. Il n'y a qu'à voir le dernier lycée qu'on a construit, bon, le lycée Schellcher, il est aux normes les plus révolutionnaires. Donc, il y a eu vraiment des efforts sur le bâti. D'accord? Il y a encore des zones où il y a du bâti traditionnel, mais concernant la construction, on a vraiment avancé. Maintenant, concernant la sensibilisation et la prévention. La prévention, c'est l'art du possible. Qu'est-ce qu'il est possible de faire et comment sensibiliser les gens? Il y a des actions. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a. Mais il faut qu'il y ait de la régularité et il faut qu'il y ait de l'évaluation. Dans tous les établissements scolaires, il y a des plans. Il y a une journée où il y a des personnes ressources dans les établissements et qui organisent on va dire, des simulations. Ensuite, il y a un bilan avec les personnes concernées, mais le bilan ne se fait pas avec l'ensemble de la communauté. Ça, il faut le souligner. Deuxièmement, il faut aussi réactiver notre mémoire collective. Cette mémoire collective, on l'a eue pour les séismes. L'exemple que j'ai donné était bien présent. Pourquoi? Parce que à partir de ce gros séisme-là, les gens ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on ne découvre pas. Donc, il faut réactiver cette mémoire. Et je crois qu'il faut aussi que les communes, ce que les communes font d'ailleurs, réactiver des réserves. Il y a bien des réserves civiques avec des gens des caroutiers, etc. Mais je prendrai l'exemple du Chili. Le Chili a eu un gros tremblement de terre. 9,4 en 1969, oui. Qui est le site le plus puissant mesuré. Qu'est-ce qu'ils ont pris jusqu'à maintenant? Oui, le noyau de la prévention, c'est la famille. Autrement dit, le cœur même. C'est-à-dire que dans la famille, on doit être capable de donner les premiers secours. Tous les membres de la famille doivent être en capacité de le faire. Et ça, et tous les écoliers, tous les lycéens devraient avoir ce diplôme des premiers secours. Donc, si c'est pas fait, parce que il faut pas oublier que lors du séisme, c'est le voisin qui va me sortir sous la roche. Hein. C'est pas autrement que le voisin ou ma famille. Donc, si la famille ne sait pas faire les premiers secours, et si on ne réactive pas, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui font cette formation, mais cette formation, il faut qu'elle soit sans cesse réactivée, parce que 6 mois après, on ne se rappelle pas toujours. D'où la nécessité aujourd'hui de réactiver cette formation et de mettre non seulement la réserve communautaire, mais aussi la famille au centre de la prévention. Et ça, je pense que les écoles primaires doivent jouer leur rôle et les maires doivent continuer à jouer ce rôle et de façon, je dirais, beaucoup plus large. Parce que la prévention, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est-à-dire que si je fais une fête, ça se voit. Ça se voit. Par contre, si je fais de la prévention, de la sensibilisation, si je fais de la gestion des eaux pluviales, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que les gens se disent, bon, mais un café gestion, bon, je ne vois pas. Sauf que, en cas de ouragan, non seulement vous avez des trompes d'eau qui se déversent, mais l'eau qui tombe sous les toits renforce la crue. Donc, résultat du compte, on a un volume d'eau qui arrive dans les cuvettes
ce qui est le cas de Fort-de-France, dans les cuvettes, immédiatement, 1 heure après. Et donc, vous avez 1 mètre d'eau. Mais si on ne gère pas ces eaux-là, on aura... Le cyclone, ça va être très fort. Le séisme va être très fort. Mais ce sera accru par le manque de préparation. Donc, moi, je me dis, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre et puis dire que les gens ne font rien. Non, ce n'est pas vrai. Simplement, il faut que ce soit un continu. C'est-à-dire vraiment que les enfants soient vecteurs de cette communication. Raphaël, à Fort-de-France, vous avez un bataillon de prévention à Fort-de-France, avec plus d'une centaine de personnes, par exemple, au niveau de la prévention. Oui, très clairement, très clairement. Pourquoi? Parce que le risque est pris en compte. Parce que nous savons que nous sommes un territoire à haut risque, puisque nous avons tous les risques en Martinique. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr que nous ayons cette culture-là du risque. Je ne suis pas sûr. Vous avez organisé à Fort-de-France une évacuation, un exercice de simulation au quartier Berge de Bouillantrenelle. Les autorités, que sont les autorités communales ou encore à la CTM, sont conscientes de ce qu'il faut protéger la population. Sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Ce sont des acteurs politiques qui font le job. Marie-Laurence citait le lycée Schellcher, mais il n'y a pas que le lycée Schellcher. Il y a beaucoup de bâtiments publics qui, aujourd'hui, se préparent, renforcent leurs fondations pour pouvoir faire face à des séismes de forte magnitude. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la population. La population n'a pas cette culture-là. Et en fait, lorsqu'on parle du kit, qui a un kit chez lui? Ah, moi, pas beaucoup de monde, non, mais toi, parce que... toi, je dirais, tu es une professionnelle de l'affaire. Donc, ce qui fait que, bon, forcément, tu es plus consciente que les autres. Mais comment dire, le citoyen lambda, il n'a pas son kit et les gestes, il a oublié les gestes. Il ne connaît pas les gestes. Alors, j'ai vu que sur le quotidien de cette semaine, il y a la liste des gestes à observer. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Karine, à savoir, bon, faire attention, ne pas mettre les objets lourds en haut, les mettre en bas, etc. Bon, s'éloigner des fenêtres qui ont des vitres. Ils ont listé, effectivement, toutes ces précautions à prendre non pas en cas de séisme, mais en prévention d'un séisme. Mais qui observe ça? Qui observe ça? Personne. Parce que c'est pas le séisme en tant que tel qui tue. C'est effectivement tous ces meubles qui vont vous tomber dessus, ces plafonds qui vont effectivement dégringoler sur votre tête et qui vont vous assassiner. En fait, c'est ça. Donc, ce sont des précautions à prendre, mais je suis à peu près certain, je dis ça, mais je suis sûr de ce que je dis, les gens n'ont pas cette culture-là. Et tu citais, Marie-Laurence, tout à l'heure, l'éducation populaire, c'est ça, avec Albéric Marcelin. Albéric Marcelin a pris son bâton de pèlerin. Ah oui. Il y va régulièrement pour sensibiliser la population, pour dire attention, ce big one peut arriver du jour au lendemain. Il faut que nous nous préparions. Mais si les autorités, comme la ville de Fort-de-France, mais pas seulement, il faut rappeler que les 34 communes de la Martinique ont ce qu'on appelle un PPRN, c'est-à-dire un plan de prévention des risques naturels. Et d'ailleurs, ces PPRN sont en train d'être réactualisés. L'État est en train de le faire. D'ailleurs, j'ai personnellement une réunion, je crois, dans un mois, avec toutes ces autorités-là pour revoir effectivement le dispositif sur Fort-de-France. Et ils sont en train de passer dans toutes les communes pour pouvoir réactualiser ce PPRN. Donc ça veut dire au niveau des autorités politiques ou publiques, le travail se fait. Le travail se fait parce que le nombre de bâtiments qui sont aujourd'hui parasismiques, notamment les écoles, avec les moyens que nous connaissons, parce que les villes n'ont pas de gros moyens, mais elles font cet effort-là. Mais la population elle-même, est-ce qu'elle est consciente, est-ce qu'elle est sensibilisée? Très sincèrement, je ne le crois pas. En général, la population est souvent sensibilisée, que ce soit le phénomène juste après, et très peu de temps après retourne dans le quotidien et... Voilà, oublié. Oui, et après, quand on fait des exercices, malheureusement, il y a très peu de personnes qui y participent à chaque fois. Mais c'est d'autant plus vrai que on n'a pas cette mémoire. Parce qu'on a eu... Non, mais sincèrement, on a eu le séisme en 2007. Oui. 2007, ça fait déjà 18 ans, quasiment 20 ans.
Nous n'avons pas eu de victime. Je corrige, on a une seule victime. C'est un gars qui a eu une crise cardiaque, etc. Oui. etc. Mais il n'a pas été tué par le séisme lui-même. Une seule personne. Et puis il y a la casquette de plein ciel, de l'immeuble plein ciel qui est tombé sur un certain nombre de voitures, mais on n'a pas eu de gros dégâts. Des quartiers d'habitat spontané comme Trinel, etc. où on dit les maisons ont l'air un peu précaires, etc. Ces maisons ont résisté grâce certainement au génie populaire. Mais on n'a pas cette mémoire, puisqu'on n'a pas subi de séisme important. J'ai rappelé tout à l'heure que le dernier séisme important qui serait parce que il n'y avait pas d'instrument d'évaluation, qui serait de 8 sur l'échelle de Richter, si on avait à évaluer ce séisme aujourd'hui, il y a eu de nombreux morts, mais ça date de 1838, c'est-à-dire au 19e siècle. Vous faites une commémoration d'ailleurs. Oui. donc vous voyez que en fait, cet élément de mémoire, cet élément mémorial nous manque. Et si nous l'avions, peut-être qu'on serait un peu plus précautionneux. Karine, veut nous dire encore un mot dessus. Dire un dernier mot dessus. Jouma les pani prend garde. Donc, il vaut mieux avoir quand même un sac de secours avec éventuellement de quoi tenir au moins 24 heures en nourriture sèche qui ne se périme pas. Un sac à la maison, un sac au travail pour ceux qui travaillent. Et puis un sac dans la voiture, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir pour plusieurs. Donc, autant être bienveillant pour ceux qui n'y pensent pas, parce que penser à ceux qui n'y pensent pas, c'est aussi être prévoyant. Et puis, la plus grande faille qu'il y a en Martinique passe sous le bras de la Caravelle et ensuite, elle se jette sous la mer au niveau d'Acajou. Mais n'oublions pas non plus que si jamais il y a, comme tu dis, le big tremblement de terre comme on est censé avoir et que la Martinique est coupée en deux, comme on a déjà entendu de nos aînés, la centrale de Bellefontaine est dans le nord. Si ça arrive de nuit, coupure d'électricité. Donc, c'est le genre de choses aussi qu'il faut pouvoir anticiper, avoir une petite bouteille d'eau dans le sac, avoir une pile, une radio, comme pour les cyclones. Alors, qui est formé pour ce qui concerne les gestes de premier secours dont tu parlais? C'est ça. La protection civile, mais la qui est formé? Est-ce que nous avons une majorité de la population qui est formée à ça? C'est-à-dire que très souvent, même d'ailleurs, la ville de Fort-de-France, en tout cas, je connais, l'a fait à une époque, l'a fait dans certains quartiers. Il y avait les volontaires, ils passaient dans chaque quartier, ils faisaient des formations. Il y avait même des kits aussi de premier secours qui étaient distribués. Je ne veux pas donner le nom de la société qui avait remporté le marché, mais il y a eu des kits qui ont été distribués. Donc ceux qui n'ont pas le temps, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué certaines personnes, il y a des sociétés spécialisées ici en Martinique, vous pouvez aller acheter votre kit, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut chaque année renouveler et changer certains produits, parce que souvent on oublie qu'il faut régulièrement chaque année changer et adapter. Ce qu'on oublie en cas de tremblement de terre, c'est avoir toujours son sifflet. Oui, son sifflet, ça fait partie du kit. Avant, les gens portaient toujours un sifflet. Très important, très important. Parce que quand on est sous la roche, sous la terre, crier, mais c'est fatigant, on peut plus respirer. Et siffler, ça, on peut entendre. En tout cas, je ne peux pas parler d'un tel sujet sans ne pas évoquer, sans parler de M. Marilus de la société Skirit qui se bat depuis de nombreuses années, qui fait des lits parasismiques, des meubles, etc. Et il a même une salle d'exposition et c'est son combat depuis environ au moins une trentaine d'années, si ce n'est pas plus que ça, en tout cas à ce niveau-là, et qui travaille aussi au niveau de la prévention. Et puis il y a beaucoup de personnes, tu as parlé d'Albec Marcelin, mais il y a énormément de monde. Je voudrais maintenant qu'on passe à un autre sujet. On peut parler de violence, mais de violence de lieux où on ne s'y attend pas. La semaine dernière, il y a eu un match de foot entre deux équipes, une équipe de Fort-de-France et une équipe de Sainte-Luce. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui est arrivé casqué et qui est armé, qui a braqué quelqu'un, qui a volé sa chaîne, etc. Il y a eu plusieurs blessés. Il n'y a plus de lieu où on peut se sentir malheureusement en sécurité. Ça crée un vrai sentiment d'insécurité, une vraie panique sur l'ensemble du territoire de la Martinique, au-delà du fait que nous avons déjà plus de 30 morts cette année, dont plus d'une vingtaine par arme à feu. Nous avons... Pas qui veut... Vas-y. Deux mots pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu sanctuarisé, clairement. Là, ça n'était jamais arrivé que quelqu'un rentre dans une enceinte sportive pour braquer quelqu'un. Ça ne s'est jamais produit jusque-là, ici en Martinique. Mais j'ai assisté lors de, je ne sais pas comment on dit, l'ordonnancement, enfin pour ceux qui sont dans le milieu catholique,
l'ordonnancement, l'ordination de diacre à la cathédrale de Fort-de-France. Qu'est-ce que je vois? 2 ou 3 gars, des marginaux, qui rentrent dans l'église et qui mettent la pagaille. Ça, c'était jamais vu. Je veux dire... Il faut aller plus souvent à la messe. L'église... Ah ben, non. Je te taquine. Oui, je n'y vais pas. Bon, de toute façon, c'est... Non, mais tu n'es pas obligé d'avouer. Chacun sa manière. C'était pas une demande de confession non plus. Mais ça, j'imagine que... Laisse-le s'exprimer. J'imagine que c'est pas très fréquent de voir des personnes qui viennent et qui, en fait, finalement, agressent pratiquement les personnes qui sont dans l'église. Enfin, c'était à la cathédrale. Et ça arrive. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu qui soit sanctuarisé, qui soit respecté. D'ailleurs, on ne respecte même pas les policiers ni les gendarmes. Le maire, on tue des maires, on agresse des élus, etc. etc. Donc, il n'y a plus de respect, il n'y a plus... La barrière que nous connaissions auparavant a sauté, cette digue-là a sauté depuis très longtemps. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on observe personne qui rentre dans une enceinte où on devrait trouver de la convivialité, la passion, etc. Il y avait des familles, il y avait des enfants. Il y a des familles, parce que la dame qui a été blessée là, qui s'est fait mal à la cheville, c'est une dame qui était là avec ses enfants, avec sa famille. Plusieurs personnes, c'est très familial. Très familial, mais bien sûr, parce que les gens suivent les équipes de football. C'était le CO Ternel contre l'émulation ou le club de Saint-Luce, c'est l'émulation. Ouais. L'espoir de Saint-Luce. L'espoir de Saint-Luce. Bon, il y a des gens, des personnes qui suivent leurs équipes et qui viennent là en famille et qui ne s'attendent pas à être agressés, quoi. Tout simplement. Donc nous avons sauté un pas là. C'est un cri d'alarme, c'est très certainement pour indiquer qu'il faut faire attention. Alors j'ai vu le maire de Fort-de-France s'est fendu d'un communiqué pour effectivement prendre le problème à bras-le-corps, pour réunir les acteurs, qu'ils soient sportifs, associations, mais des autorités publiques comme l'État, pour faire un audit des problèmes de sécurité dans les enceintes, autour des enceintes sportives et dans les enceintes sportives, mais pas seulement, pour réfléchir, pour voir comment faire pour améliorer et puis prévenir ces problèmes-là. Mais nous sommes face à un phénomène de société, tout simplement. Une dégradation des rapports entre les gens qui fait que, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais ça va se répéter. De l'ordre de plus en plus de phénomènes violents qui se produisent dans notre île, sur notre territoire, à tout point de vue, hein, que ce soit... Oui, alors j'ai eu l'occasion... tentative d'homicide, nous en sommes déjà à plus de 100 en Martinique cette année, une trentaine de morts. Oui, j'ai eu l'occasion déjà, à travers 2 articles, de poser le problème majeur aujourd'hui en Martinique, c'est le problème de la sécurité. Autrement dit, sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Parce que les gens ne peuvent pas aller là où ils peuvent aller et là où ils ont envie d'aller. Sans sécurité, il n'y a pas de démocratie. Parce que c'est la dictature des minorités. Sans sécurité, il n'y a pas de développement économique et social. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire seulement de l'État. C'est une affaire de l'ensemble des institutions en Martinique, des communes, des maires, des familles. Parce qu'en réalité, que ce soit l'agresseur et l'agressé, ce sont les Martiniquais, c'est Ichno. Et donc, par conséquent, il faut qu'on sache ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Il y a des problématiques qui concernent l'État, l'organisation, voir comment on peut réduire les trafics. Mais s'il y a trafic, armes ou autre, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Et oui, c'est parce que le marché se crée parce qu'il y a des gens qui fument de plus en plus. Pourquoi on fume comme ça autant de drogue en Martinique? C'est ça aussi. Donc, ça pose le problème non seulement de l'individu, mais aussi de la communauté. Donc, je voudrais souligner aussi que ce n'est pas simplement un sentiment, j'ai entendu ça
Ça me rappelle le discours de la gauche française qui disait, oui, les gens se sentent en insécurité. Non. Quand vous entrez dans le stade là et que vous venez avec vos enfants et que vous venez pour passer un moment agréable et que vous voyez quelqu'un débouler avec une arme, quelle qu'elle soit, c'est la panique. Et c'est ça qui s'est produit. Donc, c'est pas un sentiment, on est réellement en insécurité. Et c'est pas un hasard qu'il y a eu une marche, et il y a eu, cette marche, il y a eu près de 1000 personnes. C'est pas, au départ, 15h30, les gens étaient déjà là pour 400, 700. Dans les conditions climatiques. Dans les conditions climatiques, puisque des gens m'ont appelé me demandant est-ce que c'est annulé ou pas. Et les gens étaient déterminés. Pour ceux qui ont fait la marche, ont vu que les mères de famille qui étaient là étaient fondamentalement déterminés, puisque nous sommes partis, il était 15h30, 18h30, il y avait les mêmes personnes. Autrement dit, aujourd'hui, dire que c'est une manifestation de plus, non. C'est les Martiniquais, je dis les Martiniquaises, parce qu'il y avait une majorité de femmes, sont décidés à prendre le problème à bras le corps. Quand les gens criaient la paix et l'amour, oui. C'est ça l'exigence aujourd'hui. Donc, vivre en sécurité, c'est dire que tout simplement, je peux me déplacer à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Qui peut être contre ça? Personne. Donc, aujourd'hui, nous avons à prendre chacun nos responsabilités et les hommes politiques comme les particuliers ont apporté leur pierre à l'édifice. Donc, et c'est pourquoi je voulais souligner l'initiative de cette marche blanche que j'ai trouvée extraordinairement forte. L'engagement était très fort. Voilà. Karine, chaque jour, de plus en plus, on en parle chaque semaine, mais on a l'impression que les phénomènes de violence continuent malheureusement, ils continuent à perdurer malgré les moyens supplémentaires de la gendarmerie, de la police. On sait que cette année, au niveau de la gendarmerie, ils ont 100 gendarmes de plus. Au niveau des policiers, il y en a quelques-uns de plus. Au niveau de la justice, il y a des moyens supplémentaires. Mais que faire de plus? Je crois qu'on a la société qu'on mérite. On a la société pour laquelle chacun a ses responsabilités. Il y a des responsabilités étatiques, il y a des responsabilités institutionnelles, il y a des responsabilités individuelles. Et tout ça se mélange pour qu'on en obtienne une responsabilité individuelle et collective. Et malheureusement, il y a le rôle de l'éducation, il y a le rôle de citoyen déjà, le respect que nous pouvons avoir entre nous et la bienveillance que nous pouvons avoir entre nous. Raphaël a parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y ait plus de sanctuaire, entre guillemets. On en veut pour preuve le meurtre qu'il y a eu sur le parvis de l'église de Balata, où le prêtre s'est retrouvé devant le meurtrier. Il n'y a plus de barrière à la violence. C'est-à-dire que quelqu'un a un problème avec vous, que ce soit pour une question de regard, de place de parking, ou de grief, ou même de voisinage, la personne prend la disposition de porter atteinte à votre personne, ou même verbalement, sans aucun frein. Je pense qu'il faut imposer le respect. Et s'il faut durcir les règles de fonctionnement pour que chacun comprenne qu'il faut respecter l'intégrité des autres, voilà, mais c'est d'abord une question individuelle. Parce qu'il n'y aurait pas besoin de plus de dispositifs sécuritaires si on vivait mieux ensemble, si on se respectait, si on se disait bonjour, si on faisait attention les uns aux autres. Et malheureusement, on est à un stade où même quand quelqu'un passe et puis vous bouscule, vaut mieux ne rien dire à la personne pour éviter de ne pas avoir un problème. Ce n'est pas la Martinique. Ce n'est pas la Martinique. La Martinique que moi je connais et que j'aime, on se parle, on se sourit, on discute.
on fait attention, oui, plus bas, il y a quelque chose, fais attention, ça glisse un petit peu, il a plu, machin. Enfin, il y a toujours quelque chose de bienveillant. Où est-ce que c'est passé? À force d'être derrière nos écrans, à nous identifier à des situations et à des populations et à des cultures qui ne sont pas les nôtres, on en oublie ce que nous sommes. C'est inadmissible. Il faut se recadrer soi-même et puis arrêter de sombrer dans du sensationnel où dès qu'on a un coup de sang, on déverse toutes ses frustrations sur l'autre alors que les autres ne sont pas responsables. Donc là aussi, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et de se canaliser pour que la vie soit vivable, parce que sinon, si tout le monde fait la même chose, il ne va pas rester de Martiniquais, sachant que la Martinique se vide déjà de sa population. Je pense qu'il faut aller en profondeur concernant les causes de cette dégradation des mœurs, de cette dégradation des rapports entre les gens. Nous avons cité, évoqué ici bien souvent, le problème du délitement du lien familial. Nous avions une éducation stricte. C'est comme ça que nous avions toujours été éduqués, même lorsque nous étions dans des familles à petits moyens. L'éducation était fondamentale. Ça se perd. Effectivement, Karine, tu évoquais ce problème des écrans. Les gens ne se parlent plus. Je ne sais plus, hier ou avant-hier, j'étais quelque part dans un restaurant. Non, c'était dimanche. Dimanche dans un restaurant, je vois une petite famille. Chacun est venu au restaurant, mais chacun est devant son portable. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, ils ne discutent pas entre eux. Donc à quel moment, effectivement, le lien va se faire, l'éducation va pouvoir, s'épanouir entre la maman et la fille, parce que c'était une maman, une fille, et puis un papa, j'imagine, mais ils ne se parlaient pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, les ferments d'éducation ne sont pas transmis. Donc quand je parle du délitement du lien familial, je veux évoquer ça pour dire qu'en plus, comme nous avons une situation des personnes qui se paupérisent, de manière accélérée, nous étions pauvres avant, mais nous n'avions pas les mêmes exigences, nous n'avions pas les mêmes besoins. Aujourd'hui, les besoins sont beaucoup plus importants. Et compte tenu du fait qu'on ne peut pas avoir satisfaction pour nos besoins, évidemment, nous allons les chercher quelque part. Tu as une chaîne en or qui me plaît, eh bien, je te braque, je te tue pour avoir ta chaîne en or, parce que j'ai besoin de prendre ta chaîne, la fondre, etc., pour me faire une belle parure en or et pour me pavaner. Je vais te voler ta moto, parce que je ne peux pas me payer une moto, mais comme tu en as une, ben je vais te la prendre. Les besoins sont différents. À l'époque, nous pas tenions une moto. Nous avions à peine un petit cyclomoteur, etc., qu'on avait acheté très difficilement. Les pieds, ça fonctionne aussi. Hein. Les quoi? Les pieds. Oui, mais je suis en train de décrire. Non, c'est la podologue que je suis qui fait un petit rappel. Le phénomène de société que nous sommes en train de vivre. Donc, ce qui signifie que nous sommes face à une dégradation des mœurs, et la seule manière pour moi d'arrêter ça, c'est provoquer un vrai développement économique dans ce pays, ce que nous n'avons pas. Parce que, je vous donne un exemple, tout le monde le sait, enfin je le répète, je suis des Terres Saint-Ville. Dans ma fonction d'élu, j'ai eu l'occasion de favoriser le travail pour un certain nombre de personnes du quartier. Ils sont retombés dans les travers, dans les mauvais travers. Et chaque fois qu'ils me voient, ils me disent quoi? Et le patron, au panier est bas moins. Ça veut dire que quelque part, ce jeune-là qui est dealer de drogue, etc., il a envie de se réinsérer, il a envie de se construire, mais il n'a pas de perspective. Alors, je m'excuse de dire ça, certaines personnes vont dire, il excuse les jeunes. Je ne les excuse pas, mais je dis simplement qu'il y a un phénomène de société, c'est comme ça. Le jeune ne peut pas vivre comme ça tout le temps. Il lui faut effectivement des perspectives, mais les perspectives, il n'en a pas. Donc forcément, il s'installe, il se maintient dans la délinquance et parfois dans la criminalité parce qu'il n'a pas de perspective de vie. C'est pour ça que je dis, l'objectif que nous devons avoir, nous les élus en particulier, pas seulement, mais la société tout entière, la perspective que nous devons avoir, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, c'est-à-dire leur apporter plus de confort, leur apporter l'emploi qu'ils n'ont pas.
Parce que on a beau dire, il y a 10%, etc., de chômage dans le pays, c'est beaucoup plus que ça. Parce que des gens qui vont pas au Pôle emploi, enfin, à France Travail, ils n'y vont pas. Donc c'est beaucoup plus que ça. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes, j'en termine, hein, Mathieu, ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas envie d'aller plus loin, de se construire, de se réaliser, d'avoir une famille, etc. Mais ces personnes n'ont pas cette possibilité aujourd'hui. C'est pour ça que, comme ils sont en marge, ces personnes, comme elles sont en marge forcément. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher à intégrer la société par des substituts, c'est-à-dire, j'ai une grosse chaîne en or, ça veut dire que j'ai des moyens, j'ai des moyens financiers, j'ai un gros scooter, là, je sais pas comment dire, Team Max, je sais pas trop, je connais pas trop. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, hein. Comme ça, bon, je suis comme tout le monde, quoi. Tu vas rentrer dans des habitats précaires, la personne aura effectivement une grosse télévision, machin, une chaîne IFI, Canal+, etc., parce qu'il lui faut des substituts pour se sentir non exclu de cette société. Et c'est là que se trouve le problème. Donc c'est pour ça que je dis, l'essence même de l'action publique, de l'action politique, doit être effectivement de permettre à ces jeunes-là d'évoluer favorablement. Alors bien sûr, ce n'est pas une tâche facile, bien entendu, mais ça doit être notre objectif principal et fondamental. Tu as raison que sur une bonne partie, notamment de l'éducation, se fait broyer par les réseaux sociaux. De plus en plus, quand on sait déjà qu'un jeune de 10 ans passe en moyenne 2h30 à peu près par jour sur un écran. Et est-ce que la solution ne viendrait peut-être pas comme ce qui est en train d'être voté en Australie là, qui interdit les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, tout ce que vous voulez, aux jeunes de 16 ans. Ce sont les premiers qui vont l'interdire aux jeunes de moins de 16 ans. Donc c'est quand même une vraie révolution. C'est une compte vraiment de la nuisance des réseaux sociaux au niveau de leur population et des jeunes notamment, qui ne sont pas forcément. Je voulais dire quand même quelque chose. Si on en est là aujourd'hui, c'est bien l'échec, on va dire, de toute une classe politique qui est aux affaires. L'échec a changé justement le quotidien des gens. À partir du moment où on n'arrive plus à changer le quotidien des gens, ils vont chercher là où il faut. 1. 2. À partir du moment où ils ont l'impression qu'il y a une loi pour les puissants et puis une loi pour ceux qui sont dans la rue, qu'il y a 2 poids, 2 mesures, moi aussi, moi dans la délinquance, m'en qu'à voler les chaînes là, mais m'en pas qu'à voler l'argent de la collectivité. Donc, résultat du compte, quand on a un affaiblissement des valeurs, autrement dit, la sincérité, la probité, la justice, quand on a cet affaiblissement-là, tant d'un point de vue individuel qu'institutionnel et familial, comment bâtir une économie? Parce que pour bâtir une économie, il y a quoi? Il y a l'échange. Mais ces échanges doivent être justes, basés sur la confiance. Et à partir du moment où il n'y a pas de confiance, où on va, même pour construire une économie, mais c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, il faut faire le bilan de cet échec-là. Il y a un véritable échec. Donc, on ne peut pas arriver dans la société martiniquaise là, aujourd'hui, et dire que tout ce qui nous arrive, c'est de la faute de l'autre. Ou c'est la faute de l'esclavage, que ceci ou que cela. Non. On a notre part de responsabilité. On a les élus qu'on mérite, parce que c'est nous qui les mettons là. Et 2, si je ne vote pas, d'autres votent pour moi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah, on va voter encore. À partir du moment où on ne s'engage pas, l'engagement, c'est un engagement à faire que ça continue. C'est ça. Quand je ne choisis pas, je choisis de ne pas choisir et je choisis de laisser les choses en l'état. Donc c'est pareil pour des gens qui ferment les yeux. Il y a un trafic près de chez eux. Mon pas, mon pas qu'à mêler. D'accord? Ça prospère.
Non, m'en parle personne ne dit moi rien. Bon, et puis, m'en parle peine comme moi, m'en fait coup de gueule. Ouais, y'a pas à faire rien, etc. Mais alors, non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les choses vont changer sans engagement personnel. Et ça, je m'adresse à tout un chacun. De la même façon que dans une famille, s'il y a pas un engagement personnel de chaque membre de la famille, dans la société, c'est pareil. Personne ne peut faire à ma place. Et donc, ça s'appelle la responsabilité et de croire que, aussi petite que soit ma voix, aussi petite que soit ma responsabilité, eh bien, cette petite responsabilité, il faut que je la prenne. Mon enfant, eh bien, s'il faut que je lui supprime l'écran à un moment donné, eh bien, il faut le supprimer. Je ne vais pas attendre qu'une loi passe pour dire que, eh bien, tu n'as pas de connexion Internet. Mais comment on peut admettre aussi que son enfant ait une connexion Internet à 6 ans, 7 ans? Autrement dit, perméable à toutes sortes d'images violentes? Mais non. Si un enfant n'est pas protégé, ça dit un adolescent sans limite et sans valeur. C'est ça. L'écran, ça ne remplace pas la socialisation. Justement, c'est un échec de la socialisation. Parce que la socialisation, ça passe par quoi? Par des valeurs et ça passe par des règles. C'est exemple. On a pris l'exemple du respect. Eh bien, ça va se traduire par des règles de politesse. C'est pourquoi un enseignant, même la moitié des élèves arrivent, ils rentrent, ils disent pas bonjour, ils disent oh là. Ah madame, vous avez la tête baissée. Je dis ah bon? J'ai la tête baissée, mais j'ai vu qu'il est entré. Donc merci de dire bonjour. Merci de dire merci. Donc c'est pas un signe de faiblesse de dire merci. Une des gens qui comprennent que pas tout dire merci, ou c'est ouais, ou qu'à baisser corps. Ou bon non, ou pas dire merci comme ça. Non. C'est non. Non, c'est vrai que tous les lieux de socialisation, en tout cas, se sont effondrés malheureusement dans notre société actuellement. Mais l'école ne peut pas tout. L'école peut, mais il faut aussi que la famille il prenne sa part. Tout à fait. C'est ce que tout le monde peut partager un peu ici ce soir sur le plateau. Je voudrais qu'on parle de notre sujet, notamment de l'actualité un peu nationale. Je ne veux pas parler de Nicolas Sarkozy et de la visite de Gérard Darmanin en prison et des députés LFI qui ont voulu lui rendre visite. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé au Louvre et qu'on a arrêté de nouvelles personnes et que l'enquête est en cours. Je voudrais parler du budget, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On en parle beaucoup au niveau national. Pensez-vous que la France aura un budget d'ici la fin de l'année? Qui souhaite s'exprimer en premier dessus, je ne sais pas. Karine, vas-y. Eh bien, écoute, moi, je pense que ce sera de plus en plus difficile, que le Rassemblement national prône la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que vraiment, en ce moment, ils ont le vent en poupe. Ils n'ont jamais été aussi valorisés par les médias et par tous les systèmes qui vont avec, y compris sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen n'a jamais été aussi victimisée. On en aurait presque oublié qu'elle a été condamnée. On a des communications répétitives de Jordan Bardella qui nous dit qu'il se prépare à être Premier ministre. Et on a le PS qui conditionne son vote pour le budget à la taxe Zuckman. Avant, c'était la réforme des retraites. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, c'était prévisible que François Bayrou leur tendait une carotte qu'il allait récupérer. Bref. Le cornu. Non, tu parles d'avant quand François Bayrou avait... Tu as parlé de la réforme des retraites. Le cornu, il avait dit que c'était, avant son discours de politique générale, que ça faisait partie de ce qu'il demandait. Là où le cornu, il est en train de prendre ses marques, si on peut dire. Mais là où le PS s'est vraiment fait avoir, c'est par rapport à François Bayrou, qui leur avait promis que s'il laissait passer la réforme précédente, qu'il reviendrait sur la réforme des retraites. Et finalement, il a dit non, j'ai changé d'avis.
Bien longtemps après. Bref. Non, mais il avait même mis en place un conclave. Oui. Une mascarade supplémentaire, voyons. Il était plus à ça près, hein, François Bayrou, franchement. Voilà. Mais Au moins, le Cornu l'a, du moins, dit qu'il le fait. Du moins, qu'ils sont censés le faire. Il faudrait que le budget soit voté. Oui, c'est la valse des hypocrites. Et surtout, on voit maintenant que Marine Le Pen, qui était contre une contribution des plus grandes fortunes de France, maintenant, comme 75% de son électorat est pour la taxe Zuckman, elle est en train d'essayer d'articuler un petit peu les choses et de revenir sur ses paroles précédentes en disant... Non, elle a dit qu'elle est pour le fait de... Alors, elle n'a pas dit qu'elle est pour la taxe Zuckman. Elle a dit que désormais, elle s'oriente vers le fait de ponctionner, de mettre à contribution aussi les plus riches. Ce qui, de la part de sa bouche, c'est ce qui a été dit, et de la part d'autres élus RN, ils envisagent éventuellement de voter la taxe Zuckman parce que leurs partisans sont à plus de 75% favorables à la taxe Zuckman. Donc, ce qu'il faut voir à travers toutes ces manœuvres-là, parce que ce ne sont que des manœuvres, ce sont des tentatives de ne pas perdre en crédibilité. De toute façon, plus ils se taisent, plus ils montent dans les sondages. Donc, c'est favorable pour eux. Cependant, avec toute la publicité qu'on leur fait, ce qui est en train de se passer, c'est que s'ils arrivent à faire un coup de force, là déjà, première victoire significative pour eux, ils ont une loi qui est passée cette semaine, c'était hier. C'était hier. C'est une loi, une résolution. Non, c'est une résolution. C'était une résolution, mais c'est la première proposition qu'ils font, qui est strictement RN, d'origine RN, qui passe à l'Assemblée nationale. Donc, ils se sentent pousser des ailes. Une fois après. Et ils sont vraiment dans une démarche de pousser à la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'ils sentent qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, non seulement il y aura une vague bleu marine, et qu'en plus de ça, ils pourront forcer Emmanuel Macron à prendre un Premier ministre du Rassemblement national. Même de l'ordre, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale crée encore plus de distance entre les votants, nous, les habitants, les citoyens, et entre guillemets tous ces élus, parce que les gens, il y a un vrai sentiment d'incompréhension, au-delà du fait que dans ce budget qui était proposé, il y avait 14 milliards d'euros de recettes supplémentaires en gros d'impôts, 17 milliards d'euros d'économies. On voit qu'il y a de nouvelles mesures qui sont votées, des taxes sur les GAFA, notamment GAFA, c'est simplement, qu'est-ce qu'on appelle GAFA? GAFA, c'est Facebook, Google, etc., qui sont passés Amazon, qui vont passer de 3 à 6%, sachant que normalement, ces taxes-là, s'ils augmentent, eux, ils vont les répercuter sur les citoyens, il ne faut pas se voiler la face, et Trump aussi va, je pense, en tout cas, va faire payer un petit peu tout ça, notamment aux agriculteurs français et au monde de l'automobile, ce qu'il avait déjà fait il y a quelques années. Ils ont voté, par exemple, on pourrait prendre un autre exemple, ils ont voté une taxe sur les multinationales, mais qui devrait ramener 24 milliards, mais qui n'est pas applicable parce qu'on sait que les conventions internationales prennent le dessus. En gros, quand une entreprise paye déjà des impôts dans un territoire, elle ne le paye pas dans un autre deuxième territoire. On sait que la France a 125 conventions déjà, par exemple, avec 125 pays. Donc, pour moi, cette réforme est inapplicable. Puis au-delà de ça, on voit qu'il y a le gel du barème des retraites. En tout cas, ça n'est pas fait. Il y a 2-3 réformes qui n'ont pas été réalisées. Et puis, juste avant de te donner la parole, je serais en train de te dire, il reste encore 3000 amendements, sachant que, par expérience, ils arrivent à faire passer 10 à 11 amendements à l'heure. Ça dépend de l'amendement, bien sûr, c'est une moyenne. Donc, ce qui fait que je pense que ça va être compliqué que d'ici le temps réparti, qu'ils arrivent à voter ce budget. Mais que penses-tu de la situation au niveau national? Ça devient très difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est parce que la logique des partis prend le pas sur l'intérêt général. Chacun défend sa propre résolution. Le RN, là, on a bien vu, sur sa niche parlementaire, fait voter une résolution. Tous, ils ont voté, sauf une personne qui était absente. Le bloc là, de la majorité présidentielle, ils étaient pratiquement aux abonnés absents. Renaissance, notamment. Oui, la France insoumise, il y en avait 17 qui n'étaient pas là. GDR, il n'y en avait pas beaucoup. Et nos propres députés n'étaient pas là. Parce que, je dis bien, les gens, ils peuvent aller sur le site de l'Assemblée nationale, hein,
Il y a les votes suivis de la séance et vote. Non, mais il faut le dire. Parce que c'est trop facile d'être loin et puis ne pas savoir. Il faut regarder ce qui se passe en commission aussi. Oui, surtout voilà. Surtout en commission. On peut savoir qui est en commission, qui n'est pas. Les présences en commission. C'est à jour. Je parle à tous citoyens lambda. On n'a pas besoin de journalistes pour toute la journée, nous, on est Internet. Donc, nous allons ici, Assemblée nationale, qu'a fait, qu'a dit. Parce que, suivi de la séance, il y a toutes les interventions des uns et des autres. Et on peut partager. D'accord? Donc, c'est clair, net et sans bavure. Donc, le compromis est difficile parce qu'on est dans une logique de parti. Et si ce compromis ne se fait pas, les conséquences seront lourdes, non seulement pour la France, mais aussi pour nous. Parce qu'à partir du moment où on aura des budgets en moins et des taxes en plus à payer, eh bien, pour les collectivités, il n'y a pas de visibilité. Il y a des difficultés de boucler un budget, de fixer et des priorités. C'est ça aussi qui attend toutes les collectivités. Donc, il ne faut pas croire que on n'a pas de budget, bon, c'est la France, nous, loin, pas ni problème, bon, etc. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de budget, personne ne va payer. Voilà, pour nous aller depuis 6 semaines, ça il y a un privé qui a donné 100 millions d'euros pour pouvoir payer les fonctionnaires, les militaires, pas tous les fonctionnaires, les militaires seulement, pas tous les fonctionnaires. Le shutdown. Ce qu'on peut espérer, c'est que la raison citoyenne puisse prévaloir, mais ça. Non, mais enfin, s'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas de prélèvement d'impôts. Hein. Si le budget n'est pas voté, je vais parler. Non, tout au moins les mêmes. Non, c'est les mêmes impôts. Non. Là, il faut une loi spéciale. Il faut une loi spéciale. Mais s'il n'y a pas de loi spéciale, en gros, s'il y a une dissolution à la même période, etc., il n'y a pas de budget, il n'y a pas de prélèvement d'impôts. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de nouveau budget. L'ancien reste avec la loi spéciale. Avec la loi spéciale, c'est ce que je voulais dire. Ou sinon, le budget peut être... Raphaël, tu as déjà la parole, vas-y, continue. Peut être par ordonnance, ce qui signifie effectivement que les mêmes impôts et les mêmes dépenses seront reconduits. Non, l'ordonnance, le gouvernement peut choisir. Oui, la loi spéciale, non, il est obligé de reconduire l'ordonnance, non, il peut choisir le taux. Il peut voter, par exemple, si c'est une ordonnance, le gouvernement peut voter direct, peut faire voter, faire appliquer ce qu'il voulait faire, les 44 milliards d'euros d'économie. On reviendra, Mathieu, au 49.3, qui était et l'engagement avait été pris par le CONU de ne pas appliquer le 49.3. Non, mais une ordonnance, oui, mais s'il n'y a pas de budget. Non, mais s'ils s'entendent. Je vous impose mon budget, à vous, Parlement, je vous impose mon budget. Pour que les téléspectateurs puissent comprendre, s'il n'y a pas un budget qui est voté d'ici les 70 jours, bon, c'est 50 jours, puis après 70 jours, en comptant le PLLF, budget de la sécurité sociale, plus le budget classique, recettes, plus dépenses. S'il n'y a pas de budget qui est voté, le gouvernement peut soit faire une loi spéciale, comme l'avait fait Barnier avant, ou soit faire une ordonnance. Oui. Ou du moins des ordonnances pour faire passer le budget. Et s'il fait une ordonnance... Mais c'est bien ce que je dis. Par contre, le gouvernement applique le budget, enfin en tout cas, il élabore son budget et il le fait passer par ordonnance. Ça veut tout simplement dire que ça revient au 49.3. Oui, c'est une forme de 49.3. C'est une forme de 49.3. C'est-à-dire on impose au Parlement ce budget qui a été refusé par lui, mais qui sera appliqué parce que effectivement les mêmes impôts, les mêmes dépenses seront donc appliquées. Oui, de la réforme des retraites qui devait être via un amendement porté. Bien entendu. Donc les conséquences sont Par contre, il peut importantes. faire une lettre, ce qu'on appelle une lettre rectificative. Après, je vais vous parler. Une lettre rectificative et introduire dans le cadre de la lettre rectificative la proposition d'abroger la réforme des retraites. Mais ça, c'est possible. Ça s'est jamais fait en France. On parle de choses qui ne sont jamais faites. Et c'est vraiment de la cuisine, de la cuisine politique et de la cuisine administrative en quelque sorte. Et évidemment, il y aura forcément des dégâts. Mais le CONU est face à la quadrature du cercle. Parce que comment faire pour allier les prétentions de la gauche et du Parti socialiste? Il se trouve que le Rassemblement national et la gauche ont voté effectivement une mesure improbable, enfin, qui ne s'attendait pas à ce qu'ils s'entendent. C'est les deux extrêmes. On parle de la taxe sur les multinationales. Exactement, la taxe sur les multinationales et sur les holdings, parce que les holdings familiales, etc. Bon, ils ont voté ensemble, certes, mais si nous revenons sur la taxe Zuckman, alors, Karine, tu dis que le Rassemblement national est d'accord pour voter la taxe Zuckman,
Oui, non. Et bon, cette taxe ne va pas arriver tout de suite parce que selon ce qui se dit, ils vont pas revenir sur les recettes dans l'immédiat. Ils vont revenir sur les recettes bien après. Non, mais c'est ce qui se dit. Tu ne peux pas revenir, tu ne peux pas. Parce que Non, là, non, je veux dire, ils n'auront de... pas discuté des recettes tout de suite. Ouais. Ils ne vont pas discuter des recettes tout de suite. Ils vont discuter des recettes. Ils vont examiner le projet de loi de finances de la sécurité sociale tout de suite. Tout de suite. Le PLF sécurité sociale. Et puis, ils vont reporter la discussion et l'examen des recettes, et donc la taxe Zuckman. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, le taxe Zuckman, c'est quoi? Le taxe Zuckman, c'est issu de la réflexion d'un économiste, Gabriel Zuckman. Qui a sorti son livre d'ailleurs. Qui a sorti son livre récemment. Enfin, là, ces jours-ci. Cette semaine. Ouais. Et donc, qui dit, ça peut rapporter 25 milliards d'euros que de taxer les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros, à 2%. Le Parti socialiste, voyant qu'il y a une bronca contre ça, puisque le Rassemblement national est contre, le Bloc central également, il propose effectivement une sorte de méthode édulcorée qui permettrait de taxer les patrimoines de plus de 10 millions d'euros, mais à hauteur de 3%, en excluant, en fait, tout ce qui est entreprises innovantes et familiales. Entreprises familiales. Voilà, c'est ça. Alors, qui rapporterait 5 milliards. Oui, qui rapporterait 5 milliards. Donc, c'est parce qu'ils ont constaté effectivement qu'il y avait une opposition à l'application de cette taxe Zuckman qu'ils ont proposé ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura forcément un blocage. On ne veut pas de la taxe Zuckman parce qu'ils seront majoritaires. Je veux dire, le Rassemblement national et le Bloc central, on est sans horizon, etc., etc. Donc, cela signifie que ce budget ne sera pas voté. Tu viens de dire qu'il y a 3000 amendements. 10 amendements examinés par heure. Bon, donc ça veut dire que ça va pas pouvoir se faire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas malheureusement de boule de cristal, c'est dommage. C'est dommage. Mais moi je crois qu'effectivement ce budget ne sera pas voté. Il ne sera pas voté et donc le gouvernement sera face à cette obligation d'adopter une loi spéciale. Ça ne fait pas un pli, parce que les oppositions sont trop importantes entre les groupes politiques, entre les partis politiques. Une loi spéciale ou une ordonnance? Oui, ou une ordonnance. Parce que la loi spéciale, l'inconvénient de la loi spéciale, c'est-à-dire que tu reconduis le budget de l'an dernier, donc ça ne permet pas de prélever davantage d'impôts. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et comme tu disais, Karine, tout à l'heure, l'idée à la fois du Rassemblement national, mais également de LFI, c'est de faire tomber le gouvernement et de faire tomber Macron. LFI, de faire tomber Macron pour qu'il y ait de nouvelles élections. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que, par exemple, LFI le souhaite. Le Rassemblement national, ça peut se comprendre, parce qu'ils auront le pouvoir. De toute façon, s'il y a une dissolution, ils auront le pouvoir. Mais LFI est en bas des sondages. Oui, mais ils pensent qu'ils auront... Mais non, c'est impossible, c'est impossible. Ils pensent qu'ils auront le pouvoir... Le dernier sondage... Non, c'est impossible. Le dernier sondage, rendu disponible, montre que le Rassemblement national est à 22%. Le parti qui vient après est à 8% sur le Parti socialiste. LFI est nettement derrière. Donc il n'y a aucune chance que LFI obtienne le pouvoir. Aucune chance. Donc ils n'ont pas intérêt à une dissolution. Ils auraient intérêt effectivement à composer pour que ce budget passe, même s'il n'est pas satisfaisant. Ils ont intérêt à composer de telle sorte qu'effectivement on aille jusqu'à l'élection présidentielle. Et moi je donne mon ticket parce que compte tenu de la radicalité de LFI et la radicalité du Rassemblement national, je donne mon ticket parce que le Parti socialiste, c'est pas pareil. Le Parti socialiste est en train de composer et dire voilà, je propose un certain nombre de mesures. Si vous me les offrez, moi je suis prêt effectivement à ne pas voter la censure. Bon. Mais comment satisfaire tout le monde content, c'est que les LR ne veulent pas la taxe Zuckman, que ceux-là ne veulent pas, parce que ce système-là est fait pour qu'il y ait un bipartisme, c'est-à-dire qu'il y ait deux grands partis, droite-gauche. Mais tu as entendu le mot que j'ai employé, la quadrature du cercle? Oui, j'ai entendu. Ça veut dire que tu n'en sortiras pas. Non, mais on n'a pas la culture du consensus. Et donc, pourquoi? Parce que le système du bipartisme, ça conduit à la majorité absolue. Et donc, par conséquent, chaque personne reste dans sa logique et dans, on va dire,
dans son précaré électoral. Et personne ne va bouger. Et là, ça va créer d'énormes difficultés, puisque de toutes les façons, même aux prochaines élections, il y aura 3 blocs. D'accord? On ne va plus retourner à 2 blocs. C'est terminé. Et donc, ceux qui n'ont pas compris ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que ça signifie faire de la politique dans le sens du bien commun. Et donc, par conséquent, cette logique du bipartisme, Macron l'a tué. Parce qu'à partir du moment où on a créé 2 extrêmes, eh ben, il reste un milieu plus ou moins mou, plus ou moins minoritaire, etc. Et ce milieu-là ne parle pas. Mais ça veut probablement dire qu'il faut passer à une autre architecture politique et administrative. Hein. Oui. C'est ce que ça veut dire. On finit avec la 5e République. On parle de 6e République. Parce que là, on est bloqué. On est bloqué, et tu dis fort justement qu'on va revenir, même si on revient aux élections, on va revenir à la problématique des 3 blocs. Oui. Donc forcément, pas de majorité absolue. Bon. Absolue, c'est ça que ça veut dire. Le problème, c'est qu'on est plongé dans des systèmes politiques qui ne sont plus à l'écoute de l'intérêt commun, qui ne sont plus à l'écoute du fait de composer ensemble. Quand on regarde ce que les Français veulent, indifféremment de leurs orientations politiques, il y a 90% des Français qui sont pour une contribution des plus riches et la taxe Zuckman. Il y avait plus de 90% des Français qui étaient contre la réforme des retraites. Donc quand on voit que le gouvernement passe en force, rappelons le nombre de 49.3 qu'on a eu, je crois qu'il y a eu 23 49.3 sous le gouvernement Borne. Donc, au bout d'un moment, la démocratie n'est plus... On n'est pas vraiment dans une démocratie, on est tous d'accord pour le dire, mais le principe démocratique même de respect de l'opinion publique, on n'en a plus peur depuis l'ère Sarkozy. À partir du moment où Sarkozy, en tant que président, avait dit que laissez-les faire la grève, de toute façon, ils vont finir par s'épuiser, on n'est plus dans une réponse du pouvoir par rapport à l'opinion publique. On est dans une façon dont le pouvoir se légitime en imposant sa puissance au peuple. Et quand même, si tu rétorques que, par exemple, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait la réforme des retraites. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait beaucoup de choses qui ont été plus ou moins appliquées et qu'on a voté pour ces gens-là. Ils ont voté pour ces parlementaires-là, ils ont voté pour les élus-là, ils ont une légitimité. Oui, et la population a le droit de changer d'avis pour autant. Non, je te dis juste si les sondages te montrent autre chose, pour un certain nombre d'années. Je te rappelle que c'est nous qui payons le système qui nous impose des décisions arbitrairement des fois, si on peut dire ça comme ça. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi se dire qu'ils sont là pour représenter les intérêts de la nation et non leurs intérêts propres ou leurs intérêts élitistes, si on peut parler d'élite, parce que bon, dans la sémantique... Mais tout ça pour dire que les principes de base de gérer le pays ne sont pas... Le pays on avait déjà dit depuis l'année dernière, dans la configuration dans laquelle nous sommes, ça va être très difficile pour Emmanuel Macron d'avoir encore de la crédibilité. Là, on parle de 12%. 11% de c'est encore descendu entre temps. Il a atteint le taux de François Hollande à la fin de sa mandature de François Hollande, hein, pas au début. Et pourtant, pour faire pire, il fallait se lever de bonheur. Oui, mais Hollande, c'était vraiment à la fin, vraiment de faire quelques semaines. Là, il lui reste plus d'un an. Donc voilà quoi. Mais est-ce que tu crèves le plancher. Mais que penses-tu du fait que certaines personnes, là j'ouvre le débat et j'ouvre la discussion à tout le monde, que penses-tu du fait que certaines personnes te disent qu'il faut que la France arrête d'être centrée sur elle-même et qu'elle regarde ce qui se passe mondialement, la Chine qui accélère, qui prend le dessus mondialement dans beaucoup de niveaux, les États-Unis, etc., et que la France est en train de regarder le train passer et va chuter économiquement et publiquement. Attends, je termine juste une seconde et je termine juste un petit mot dessus et en te disant, notamment en prenant l'exemple de la réforme des retraites, par exemple, qui te disent que l'Italie a 57 ans, l'Espagne est à 56 ans, la Belgique est à 56 ans, l'Allemagne à 56 ans, va passer à 57 ans, etc., etc., tous les pays autour, et qu'il n'y a que la France qui veut revenir, et que la France n'a plus de productivité, n'a plus de croissance, et que est en train de couler parce qu'ils sont déjà à 57% de dépenses publiques dans leur PIB, par exemple. Il y a tellement d'éléments de réponse dans tout ce que tu viens de dire. Donne-moi déjà une réponse.
Ça va être compliqué de répondre en une fois à tout ce que tu viens de dire. Mais là, quand je te dis que la France affronte les conséquences de son ADN, c'est dans le sens où la France a toujours été centrée sur elle-même. Quand sa politique de grande puissance implique le fait de coloniser les autres, de tirer profit d'eux, et puis de vivre dans l'opulence, et que maintenant il n'y a plus l'Afrique pour pouvoir puiser dans les ressources de l'Afrique, mais qu'on tient à garder le même train de vie comme si on était encore une superpuissance qui pouvait se permettre de vivre au-dessus de ses moyens comme c'était déjà le cas, mais encore plus maintenant, et que maintenant on demande de mutualiser encore plus les dettes en demandant à la population de faire encore plus d'efforts, hein, alors que tous ceux qui ont les moyens de partir de France se tirent. Excuse-moi de te le dire, tous ceux qui ont les moyens de partir se tirent. On dit oui, mais la sécurité sociale, je connais des expats, hein. J'en connais beaucoup, sur tous les continents. Oui, mais quand... Vas-y. Sur tous les continents. Une minute. Il n'y en a pas qui regrettent. Je veux qu'on parle du créole quand même. Oui, tout à fait. Mais il faut parler aussi de ça. Il faut que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. La France n'a plus les moyens de vivre avec l'opulence dans laquelle elle vivait. Et actuellement, on est en train de payer pour le pays qui gère... je ne sais pas si tu te rends compte, il y a plus de 900 milliards d'euros, donc on ne connaît pas les dépenses publiques. Le gouvernement, c'est dénoncé par la Cour des comptes, il y a plus de 900 milliards d'euros dont on n'explique pas les dépenses dans le dernier mandat. Bon, il y a 900 milliards, en tout cas pour le social, en tout cas dans le budget, il y a 14% du budget. Il y a des choses que l'on sait et il y a des choses que l'on n'explique pas. Il est inadmissible qu'en milliards d'euros, c'est pas quelques pièces qu'on a perdues de sa poche, enfin. Mais c'est pas la première fois que tu dis ça ici. Je pense que... Oui. Non, je veux qu'on parle... En tout cas, s'il y a quelques milliards, je veux qu'on parle du créole. Oui, mais c'est clair. Je veux qu'on parle du créole, Alors, tu veux qu'on parle du créole, on va parler du créole. C'est la décision de l'Éducation nationale de suspendre l'agrégation en créole. Elle te laisse pas poser la question. Vas-y, Karine, vas-y. Pour une réorganisation globale des concours de l'enseignement, mais le CAPES reste actif. Et on a 3000 élèves du primaire qui étudient le créole, plus de 300 collégiens, 78 écoles pour le premier degré. Enseignement supérieur, 3000 élèves et 67 étudiants en BTS. Alors, je pense qu'il faudrait se poser la question du message que la France envoie par cette suspension de la diversité en France, parce qu'à chaque fois, ce sont des sujets qui sont remis sur la table. Donc, je laisse Madame Delors répondre. Je reprends la parole juste une seconde avant, quand même, Karine. Je reprends la parole juste une seconde avant pour dire que nous sommes en plein mois du créole. C'est elle l'animatrice. Nous sommes en plein mois du créole. Nous sommes en plein mois du créole. Cette mesure a soulevé beaucoup d'émoi, notamment en Martinique. D'autres personnes qui sont spécialistes vous diront que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'élèves qui pratiquent le créole, donc il n'y a pas d'ouverture de poste, que ça peut être ouvert l'année prochaine. Que penses-tu, Madame Delors, toi qui connais bien ce milieu de l'éducation notamment? Oui, alors d'abord, je voudrais faire une première observation. Il y a une très grande tendance en Martinique et aussi à la Guadeloupe à, on va dire, hystériser les problèmes et à les transformer en une forme de cancan politicien. Alors que la question de la langue créole devrait être à l'abri de tous les a priori idéologiques. Alors, je prends la réponse du ministère et puis on va l'examiner. Le ministère, dans un communiqué, précise: la non-ouverture d'un concours sur une session donnée ne traduit pas une suppression définitive, mais un ajustement temporaire. Autrement dit, ça veut dire pour nous qu'on doit rester vigilant, oui, mais qu'on ne se mette pas en scène à se victimiser. Sinon, maintenant, il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il y a un agrégé du créole martiniquais, 2 agrégés du créole guadeloupéen. Il y a environ une dizaine de certifiés du créole martiniquais et 862 professeurs habilités à enseigner le créole dans l'Académie de la Martinique. 9080
élèves dans les écoles des écoles primaires reçoivent un enseignement du créole sur 31 495 élèves. On recense donc à ce jour dans les collèges et lycées de la Martinique 2211 collégiens qui utilisent le créole, 507 lycéens en filière générale et technologique et 312 lycéens en parcours professionnel qui utilisent le créole. Donc, un parcours d'excellence a donc été lancé par l'Académie. L'objectif, c'est de développer un réseau d'écoles bilingues créoles dès le plus jeune âge jusqu'au lycée. Il faut préciser que le créole est toujours une option facultative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consensus ni parmi les linguistes, ni surtout dans la population pour en faire un enseignement obligatoire. Parce que c'est possible, hein? On pourrait faire espagnol créole, anglais créole. Le débat donc reste ouvert, étant entendu que ce sont les usagers de la langue qui décident de son avenir et non les savants qui sont là pour nous éclairer, ni les politiques qui doivent tenir compte à la fois du point de vue des savants, des spécialistes, si on préfère, et aussi surtout des usagers. Donc voilà ce que j'avais à dire pour gagner du temps. Voilà. Merci. Raphaël, faut-il rendre le créole obligatoire à l'école, par exemple? Une question comme ça. Oui, Il ne reste pas beaucoup de temps. Non, mais j'ai entendu, enfin, j'ai écouté avec attention Marie-Laurence. Marie-Laurence, pardon, oui. Marie-Laurence. Puisque c'est une enseignante de philosophie, n'est-ce pas? Oui, oui, hein? c'est ça. Et j'imagine que tu es très sensible à tout ce qui touche à l'éducation. Alors, bien entendu, ton explication est très claire. Moi, je la retiens, je l'ai lu. J'ai lu, effectivement, le communiqué du rectorat concernant la non-organisation du concours, concernant l'agrégation du créole. Sauf que il faut s'arrêter au message qui est envoyé. Dans le même temps, tu as la Corse, l'Occitan, le Breton, qui font l'objet de concours au titre de l'agrégation. Donc forcément, le créole qui ne figure pas parmi ces langues proposées à l'agrégation heurte nous tous, enfin, tant que nous sommes. Mais pourquoi? Parce qu'il faut élargir la discussion. N'oublions pas que le créole a toujours été considéré comme une langue, je m'excuse auprès de celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, comme une langue basilectale. Une langue basilectale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sous-langue, c'est un dialecte, c'est comment dire, c'est vraiment une sous-langue. Et effectivement, on est méprisé, on n'est pas reconnu, il n'y a pas de reconnaissance. Alors même, non mais je veux dire, non, j'ai pris la précaution de dire, Marie-Laurence, que je reçois 5 sur 5 ton non, mais c'est comme ça que c'est interprété. Parce que cette langue a toujours été considérée comme étant une sous-langue. Alors que c'est une langue vernaculaire, c'est le vecteur, je dirais, le plus important en matière culturelle et en matière d'identité. Et donc forcément, le fait même que l'on écarte cette langue au titre de l'agrégation fait que forcément, tu vas te retrouver avec une bronca de la part de toute la population martiniquaise, guadeloupéenne, et de tous ceux qui parlent le créole dans le monde. Il faut rappeler qu'il y a près de 2 millions de personnes qui parlent le créole en France. Il y a 12 millions de personnes dans le monde. Alors, qu'on me dise que non, il n'y a pas de besoin, parce que c'est ça, l'essence même du communiqué, de l'information adressée par le rectorat, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. Donc, comme il n'y a pas de besoin, on peut pas... En gros, il n'y a pas assez d'élèves. Il n'y a pas assez d'élèves, il n'y a pas de besoin. Alors qu'il aurait fallu, effectivement, proposer d'améliorer l'effectif de personnes voulant, effectivement, aller vers l'apprentissage du créole. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine émission, on en reparlera encore, parce que c'est un sujet important. Il nous faut nous arrêter là maintenant. Du quotidien, oui, malheureusement, ça fait de longtemps qu'on me demande qu'on s'arrête, donc on doit s'arrêter. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus ici ce soir, sur le plateau. Ce sont des sujets passionnants, et c'est d'ailleurs pour ça que l'heure passe malheureusement très vite. Je donne à l'ensemble des téléspectateurs rendez-vous la semaine prochaine. On va peut-être parler aussi de sujets qui
qui les concernent au quotidien, la fin du permis de conduire, à vie par exemple, les découvertes autorisées. Pourquoi pas parler de la Toussaint aussi? Est-ce que la Toussaint, Halloween, etc. On voit bien que les choses sont en train de changer, perte de tradition. Donc, nous souhaitons à tout le monde un bon week-end de Toussaint. On verra, on sait que c'est une tradition qui se perd. Je remercie bien sûr l'ensemble de l'équipe de Zouk TV et tous ceux qui nous suivent ce soir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à tout le monde et merci à vous ici sur le plateau. Merci. Merci.